Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la fameuse vidéo FAQ dont je vous avais promis. Et je dois vous avouer que ça a été assez laborieux essayer de trouver des questions. Disons que c'était pas mal silence radio sur la plupart de mes réseaux. Mais j'ai fini par en avoir quelques-unes. Bon, maintenant, ça va faire une vidéo courte et apparemment les gens aiment bien les vidéos courtes. Donc, ça se rejoint sur tous les points. Bon, on t'a commencé tout de suite. Bon, c'est pas mal de questions relativement normales qu'on poserait à n'importe qui. Mais en même temps, c'est des questions, mettons, pas gênantes. Je savais pas comment l'expliquer d'autre, par un autre mot que ça. Désolée, je pensais que mon chat était en train de manger du plastique comme à son habitude. Mais non, c'est juste mon frère. Bon, on reprend, on commence. Bon, la première question, c'est... Bon, je dois t'avouer que quand il est venu, c'était quasiment une lueur d'espoir parce que je me disais, à force, je ferais pas ma vidéo. En passant, si tu regardes cette vidéo, encore une fois, merci de m'avoir écrit une première question. Ça m'a quasiment sauvé la vie. Ben, je veux dire, sauver la vidéo, en tout cas, tu comprends. Bon, la première, c'est ce qui t'a motivé à commencer YouTube. Alors là, j'ai commencé, en fait, je me suis... comment expliquer ça? Ouais. Ça faisait quelques mois que j'envisageais peut-être d'ouvrir ma chaîne YouTube pour tout simplement montrer ce que j'aime tout simplement, notamment mes chorégraphies de baladistes qui ont été les premières vidéos sur ma chaîne. Et il y a eu un événement, disons, international, qui m'a fait décider, ok, je me lance. De toute façon, on vire en confinement, c'est le moment parfait pour commencer ma chaîne YouTube. Et donc, en mars, peut-être milieu mars, peut-être une semaine, je dis ça, mais je m'en souviens vraiment pas. Je sais qu'on est tombé en confinement peut-être autour de la semaine du 13 mars. Et c'est à peu près autour de cette date-là que j'ai créé ma chaîne YouTube. Et mine de rien, ça va faire 2 ans en mars. En mars ou en avril? Ouais, en mars. Que j'entretiens ma chaîne YouTube et j'étais en train de me demander à peu près 300 abonnés en 2 ans. Est-ce que ça va pas un petit peu lentement? Mais en même temps, ça dépend peut-être du contenu que je diffuse. Moi, je vais pas vraiment dans une seule et même affaire. J'ai pas envie de me spécialiser dans une seule et même affaire, c'est ce que je voulais dire. Je préfère y aller de publier tout ce que je fais en fait. Ben justement, d'aller dans le contraire d'aller d'une seule affaire. J'ai envie de me lancer dans plusieurs affaires. Ou plutôt j'avais envie de me lancer dans plusieurs affaires. Parce que c'est ça que j'avais fait. J'ai effectivement plein de choses. J'ai mes chorégraphies de baladie, j'ai mes let's play, j'ai des tops pour montrer c'est pas mal mes goûts en fait. La première vidéo top qui est sortie, c'est ma vidéo des chansons de Zelda, qui est une licence que j'adore, qui a été mon tout premier jeu où que je me souviens, que je sais comment dire ça. Que je me souviens comment jouer. Parce que Platine, demandez-moi pas grand chose. Tout ce que je me souviens, c'est le roi, la neige et la place où est-ce qu'il y a les éoliennes, où est-ce que j'ai pogné Pachirisu. Mais maintenant qu'on a eu les remakes, j'arrive pas mal à me souvenir. Mais bon, je me souvenais pas mal juste de la neige pis du roi. En même temps, c'était en anglais, je comprenais rien. Ah, j'avais aussi eu Tortipousse. Pour ça que cette fois-ci, je me suis dit, bon, ok, je vais aller avec Ousigram. Autre chose aussi qui va peut-être me motiver. Tout simplement. Ah oui, c'est vrai. Je cherchais un intermédiaire à mon blog de fanfiction parce que je pouvais pas vraiment publier des images. Mais je me suis dit,
une chaîne YouTube, ça pourrait être une bonne idée. En même temps, je vais diffuser plein d'autres affaires et ça pourrait marcher effectivement. Et aussi, mais que ma carrière va, en tout cas, devenir réelle déjà en partant. Tant que j'aurais publié mes livres, tout ça, et que j'aurais commencé à travailler sur ma série télé, là, il va y avoir un peu plus de vidéos. Et des vidéos vraiment focusées sur le travail que je vais faire. Mais oui, je vais quand même laisser une vidéo pour vous dire comment ça évolue. D'ailleurs, si c'est pas cette, d'ailleurs, je suis en train de demander si c'est pas cette vidéo. Je pense que c'est pas mal ça pour la première question. On passe à la prochaine. C'est quoi tes plans pour l'avenir, proche et à long terme? Ben, comme que je viens un peu d'en parler, mes projets vraiment en ce moment, c'est de me concentrer sur l'écriture. Plus précisément, et vous allez être contents, ceux qui me suivent depuis un petit peu, suivent longtemps. Ben, disons qu'ils me suivent juste parce qu'ils ont vu mes fanfics, puis ils ont décidé de me suivre parce qu'ils aiment bien mes fanfics. Je suis sur le point de finir le chapitre du jour de l'an de la fanfiction de Kamigawa no Asobi. Oui, ce chapitre, je le tirais en longueur depuis 2 ans, mais en même temps, avec la COVID, j'avais peut-être pas vraiment le moral à écrire. Mais bon, là, ça va mieux, je peux reprendre l'écriture. Soit que... Ben, en fait, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'en octobre, j'ai eu ce qu'on appelle un WordCamp, ce qu'ils appellent un WordCamp sur mon groupe d'écriture de Discord, et j'ai pu avancer de manière considérable mon écriture. Mais pas seulement l'écriture de mon tome 2, mais aussi du chapitre. Et j'étais vraiment contente de moi parce que j'étais vraiment bloquée au niveau de l'échange des cadeaux. Parce que j'arrivais pas à trouver des défis. Mais là, j'ai plus trop de problèmes pour les défis. D'ailleurs, moi qui cherchais un défi pour Zeus, j'en ai trouvé un parfait. Vous allez voir. J'ai jamais autant ri en l'écrivant, là. C'est juste pour vous dire. Et aussi, j'ai un concours avec ce groupe de Discord-là et il faut que j'écrive un roman. Déjà, un roman, c'est long, je vais pas vous le cacher. Avec le thème des alter-ego. Bon, évidemment, alter-ego, on pense à super-héros, mais moi, j'ai voulu y aller beaucoup plus dans le réalisme. Contemporain, comme vous préférez. Mais aussi un roman qui comment dire sans trop de spoilers, ben, qui parle simplement d'une fille qui est comme moi, en fait, qui est autiste. Mais je mentionne jamais autiste dans le texte. Je sais pas, ça c'est une liberté... C'est quoi le mot? Je sais liberté scénaristique. Quoique liberté scénaristique, c'est dans le mauvais sens. Je te parle que... C'est un choix littéraire. Voilà ce que je cherchais. Mais oui, j'y vais juste avec des expressions genre mon peuple, les gens comme moi, tout ça. Je le précise absolument pas. Sauf que je dois vous avouer que je commence un peu à m'inquiéter. Je viens d'à peine commencer le chapitre 1 et c'est pour en mars. Je vais devoir me botter le cul pour ça. Non, peut-être pas le botter le cul. C'est une expression que je déteste pour ma part. Je vais essayer de travailler dessus le plus possible et si je réussis pas, bah c'est pas grave. Mais ça risque d'être un peu dommage parce que je mets beaucoup d'estime sur ce roman. C'est tout simplement tout simplement mettre des faits que j'ai vécus. Est-ce que je l'ai dit ça? Bon, ok, pour cause, je me suis jamais fait violer. Oui, parce que c'est comme un thème que je voulais aborder. Bon, certes, comme j'ai dit, je me suis jamais fait violer. Et déjà, c'est une bonne chose. Mais je voulais quand même apporter ce thème-là parce que... Je sais pas, ça va rendre la scène avec le gars... Ma vie, en tout cas, je me l'imagine être mieux que si elle l'avait pas eu. Parce que maintenant qu'elle... parce qu'elle a un... C'est quoi déjà? Un stress post-traumatique avec ça, donc ça risque... On risque d'avoir une pépite pour cette scène-là. En tout cas, si je m'applique à bien l'écrire. Est-ce que j'ai un autre projet? Long terme, il y a évidemment
l'écriture du scénario de ma série, ben, des 3 scénarios exactement de ma série, parce que j'ai envie de faire en original en français, en anglais, et ce que j'appelle multilangue. Donc, tout simplement, t'écoutes la série, mais ils parlent dans leur vraie langue. Comme par exemple, en Norvège, ils vont parler norvégien. En Italie, ils vont parler italien, quoi qu'ils vont aussi parler en anglais, parce que en même temps, si tu sais pas parler italien, ben tu parles anglais. Normalement, en tout cas. Et ça va se stabiliser en une seule langue que tu vas choisir comme étant français ou anglais. Après, quand ils ont tous leurs colliers. C'est quand même un moment important dans l'histoire parce que c'est au moment qu'ils ont tous leurs colliers. Et donc, bah, je vous explique un peu. Leurs colliers leur permettent de se comprendre même s'ils parlent pas la même langue. Donc, c'est sûr que aujourd'hui, tout le monde ou presque parle anglais. Non. Dans mon monde, tout le monde parle anglais, donc il n'y a pas trop de problème pour se parler. Mais, mettons, dans les premières générations, il y avait beaucoup de peuples qui s'étaient jamais rencontrés de leur vie, même qu'il y en avait du côté des Amériques, alors que les Vikings n'étaient même pas encore allés là. Donc ouais, c'était des gens qui s'étaient réunis, mais ils n'arrivaient pas à se comprendre. D'où le don du Sagittaire pouvait être utile. Parce que le don du Sagittaire est polyglotte. C'est-à-dire qu'il est capable de comprendre et de parler toutes les langues. Donc, c'était très pratique à ce moment-là. Mais une fois qu'ils ont reçu leur collier, ils peuvent tous se comprendre. Et ça va mieux quand tout le monde se comprend, évidemment. Et ensuite, ben, j'ai envie de réaliser ma série, tout simplement, avec des acteurs que j'aurais choisis, mais aussi... Désolée, mon écran s'est mis à veille. Mais aussi avec des acteurs que j'aimerais découvrir et faire découvrir au monde aussi. Parce que, pour être honnête, je connais aucune actrice italienne. Pourtant, ça m'en prend une pour jouer Lorena. Et y a-t-il autre chose que je veux faire aussi? Ben, réaliser les autres histoires que je vais écrire par la suite. Et ben, aussi réaliser en film ou en série télé les sagas littéraires que j'ai vraiment adoré partir de mon adolescence, parce que c'est à partir de mon adolescence que j'ai commencé à beaucoup plus lire. Oui, je sais, je suis une honte dans... Bon, peut-être pas une honte, mais j'ai eu un retard au niveau des lectures jeunesse. Je me suis rattrapée je me suis quand même rattrapée rapidement. Mais disons qu'au primaire, quand j'avais 9 ans, je voulais pas nécessairement lire Harry Potter. Alors que normalement, Harry Potter, c'est dans tes premiers romans. Mais bon, je l'ai lu, Harry Potter. Le premier que j'ai lu, c'est Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Et bah, le truc qu'on m'a donné pour arriver à lire, je veux dire, pour me donner la mode façon de lire, c'est de lire des sagas qui ont été adaptés en film. Et là, ça a passé aussi rapidement. Je me suis mis à dévorer les livres littéralement. Ben, pas littéralement, sinon je me mettrais à bouffer du papier, on veut pas ça. Hein? C'est beau. Bon, pour les projets... Ben déjà, disons que ça va peut-être vous sembler bizarre, mais tout ce que je pourrais avoir dans le projet à long terme, c'est tout simplement que je pense que j'ai enfin découvert pourquoi je suis venue au monde sur cette terre. Je pense que je suis là pour donner une nouvelle vision du cinéma. Que l'important, c'est pas juste de faire de l'argent. Bon, oui, l'argent, t'en as besoin pour faire des bons films, je te l'accorde. Mais le plus important, c'est procurer des émotions aux spectateurs. S'ils ont aimé ça, ils vont forcément... L'argent va venir tout seul. Le succès est là, les gens ont aimé, l'argent va venir tout seul. C'est juste que... Les producteurs, ils n'ont aucune once de créativité. Alors pourquoi leur faire confiance pour changer des trucs dans l'histoire, comme que je viens de le dire, ils n'ont aucune créativité. Tout ce qu'ils pensent, c'est à faire de l'argent. Alors je suis désolée, mais faut pas leur faire confiance quand ils veulent changer quelque chose dans l'histoire juste parce que c'est eux autres le boss.
Laissez faire les scénaristes et le réalisateur faire comment il veut pour l'histoire. Les effets spéciaux qui peut mettre son grain de sel, y a pas de problème. Parce qu'après tout, c'est lui qui paye. Oui, c'est vrai, c'est lui qui paye, mais en même temps, il y a aucune once de créativité. Donc, qu'est-ce qu'il fout là juste pour payer ce que les autres font? Ben, désolé, c'est ma vision du producteur, en fait. Techniquement, c'est pas le producteur le plus important, c'est le réalisateur. C'est lui qui gère tout. Le producteur, il gère l'agenda des acteurs et l'argent. Pas plus compliqué que ça. Non, et une autre chose aussi. C'est quelque chose qui m'a marqué quand j'ai écouté Les Misérables. On s'entend-tu? Les Misérables. C'est écrit par Victor Hugo, un Français. Alors, tu peux m'expliquer pourquoi le film, on le trouve seulement en anglais? Oh, celui que je parle, c'est avec Hugh Jackman. Ouais. Alors, pourquoi c'est juste en anglais et les chansons sont juste en anglais? C'est parce que, excuse-moi, ça se passe à Paris. Ça se passe-tu à Paris? En tout cas, ça se passe en France. Alors, ça serait logique qu'ils prennent des acteurs français pour faire tout ça en français. Ben, justement, le réalisateur peut être américain, venant d'Hollywood, mais il peut tout simplement engager des acteurs français pour faire le film en français, les chansons en français. Mais non! On voulait juste des acteurs, je pense, british. De toute façon, british, pourquoi? Ils sont français. Bon, ça m'a un petit peu... un peu quoi? Mis sur les nerfs, on va dire ça. Parce que ce que je veux emmener aussi, c'est... Mettons que l'histoire, ça se passe en Norvège. Est-ce qu'il peut parler en Norvège? Parce que, excuse-moi... Dans sa famille à Clara, ils parlent tout norvégien, c'est normal. Je vois pas l'intérêt en famille de parler en anglais quand la langue c'est norvégien. C'est ce qui conclut mon point de vue sur le cinéma. Mais bon, je prévois peut-être des vidéos plus tard pour vous... Ben, tout simplement une vidéo explicative de comment faire un film ou comment écrire un roman. J'avoue, ça pourrait être une bonne idée. Et j'imagine que plusieurs personnes seront intéressées par ça parce que... comment expliquer ça? Il y a plusieurs personnes qui ont envie d'écrire un roman, mais ils savent pas par où commencer. Et je crois avoir les bons conseils pour aider quelqu'un qui débute là-dedans. Parce qu'on a tous débuté plus ou moins de la même manière. Et donc, ben moi, je pense être capable d'aider quelqu'un d'autre. Voilà. Bon, ce qui conclut cette deuxième question, on passe à la prochaine. Est-ce que tu es en couple? Ben déjà, non. Je suis pas en couple. Je suis célibataire depuis 2018. Et ça a été une assez grosse rupture, en fait. Déjà, c'était une relation à distance, ce qui est pas bien conseillé. Mais quand je dis que ça a mal fini, c'est parce que le gars m'a trompé. Ouais. Ça a été dur à m'en remettre, mais finalement, dès que je me suis mis en tête qu'il m'a jamais aimé, ça a été facile. En même temps, j'en avais aucune idée. J'ai aucune idée de l'histoire qui est arrivée. Je veux dire, la vraie histoire qui est arrivée. J'ai juste reçu la version des témoins. Et dans ce cas-là, c'est mieux que rien. Mais bon, je me suis dit, pourquoi des sentiments aussi puissants? Parce qu'il avait affirmé qu'il m'aimait à ce point-là. Et ben, justement, des sentiments puissants de même, ça peut pas s'envoler en 2 mois, même si on se voit pas. Au contraire, moi, dans l'autre cas, moi, c'est comme ça que c'était arrivé. Au contraire, je l'ai juste aimé encore plus parce qu'on se voyait pas. Donc, où est ta logique? Finalement, j'ai réalisé, ben, il m'a jamais aimé. Donc, ouais, disons que c'était une semaine assez difficile parce que figurez-vous que le 13 février, j'ai eu une job. J'ai
tenu seulement 4 heures. En fait, je travaillais comme cuisinière dans une résidence de personnes âgées. Je vous le dis, j'ai tenu 4 heures. Après le dîner, elle m'a dit, ça fera pas, je te demanderai de quitter. Elle l'a fait quand même, de manière assez polie. Mais bon, j'ai quand même été déçue après. Je suis sensible. C'est mon côté autiste finalement qui fait que je suis sensible. Et ça allait pas. Alors, figurez-vous que ce con m'a laissé le 15 février, le lendemain de la Saint-Valentin, pour vous dire que j'étais pas vraiment dans le mood de fêter la Saint-Valentin. Je l'étais déjà pas, parce que... c'est ça. Oui, c'est ça. Je voulais qu'on se voit pour la Saint-Valentin, donc il m'avait dit qu'il allait voir un concert. Tout ça, je dis, tiens, est-ce que tu veux qu'on y aille ensemble, tout ça? Puis finalement, il m'annonce là qu'il me laisse. Sur Messenger. C'est le karma qui me retombe dessus, parce que j'ai déjà dû rompre avec quelqu'un sur Messenger et c'était pas le fun. J'étais déjà pas le fun pour moi, parce que je me dis merde, je me sens mal à l'idée de faire ça à quelqu'un, parce que moi, disons que j'étais du bas où on se fait rejeter parce qu'on la personne ne nous aime pas en retour. Donc je sais qu'est-ce que ça fait. Et je me sentais mal à l'idée de faire ça. Mais bon, apparemment, tout le monde pense que je cache bien mon jeu et que je suis une fille méchante. Alors que quand on y pense, si on me connaît vraiment, je serais incapable de faire ça à quelqu'un. D'où la raison pourquoi une de mes premières relations, ça n'a pas trop marché. Donc, celle qui a tenu quand même le plus longtemps, c'est-à-dire 6 mois, ça s'est fini parce que le gars était pas assez mature pour comprendre que le cégep, ça demandait beaucoup d'énergie, mentale que physique. Et comme il avait lâché l'école, il pouvait pas nécessairement comprendre c'était quoi le cégep. Mais bon. Il voulait qu'on se voie, il avait besoin qu'on se voie. Moi aussi, j'avais besoin de le voir, mais je pouvais pas parce que je savais que j'avais un cours de danse, vous savez, danse encore, que j'étais inscrite à l'avance. Et je lui ai dit, je peux pas venir parce que j'ai ça. Et aussi parce qu'il fallait que je me concentre sur le cégep, tout ça. Et bon, ça a pas arrêté de me trotter dans la tête pendant tout le cours, surtout que la prof parlait en anglais. Et dans ce temps-là, moi et l'anglais, c'était vraiment... On formait pas un couple. Ouais, donc ça a été dur. J'ai eu de la misère à me concentrer parce que j'avais ça qui me trottait dans la tête. Puis finalement, ça finit à « Bon, tu te fous de moi, donc blablabla, je te bloque. » C'est comme « Wow! Moi, je me fous de toi juste parce qu'il faut que je me concentre sur ma dernière session de cégep et sur le cours que je pouvais pas annuler. Wow, je me fous de toi. Vraiment. » Mais bon, comme je l'ai dit, moi, je suis incapable. Il s'agit de la personne une des personnes les plus importantes de ma vie. Je peux pas me foutre de une des personnes les plus importantes de ma vie. Moi, c'est pas comme ça que ça marche. J'ai un chum, je vais l'aimer quasiment puissance 1000. Alors, qu'on puisse penser que je me fous de lui, c'est inconcevable. Faut croire que le gars me connaissait pas si bien que ça. Et pour cause, on se connaît depuis que j'ai 15 ans. Et... bon, je vous dirai pas l'âge. Mais bon, ceux qui savent l'histoire savent quel âge il y avait. Mais bon, il disait genre une de mes amies a voulu y parler pour essayer de régler l'affaire. Puis là, finalement, il dit Laurence, genre, elle dit si t'arrêtes pas tes conneries, Laurence va finir en dépression parce que ça l'affecte vraiment le fait que tu penses d'elle, ça. Puis là, il dit mais non, c'est moi qui va finir en dépression parce qu'elle se fout de moi. Je me sais plus trop qu'est-ce qu'il avait écrit de ma part. En tout cas, c'est n'importe quoi. Bon. En conclusion, l'amour ne m'a pas vraiment réussi. Et je pense que j'ai fini par comprendre pourquoi. Déjà, la rare fois que il aurait pu se passer quelque chose, que tout simplement le gars m'a envoyé des scènes et moi j'ai rien vu. On était en train de regarder Seigneur des Anneaux. Version courte. Parce qu'on n'avait pas toute la nuit. On n'avait pas toute la nuit devant nous pour ça. Et il se met à me caresser la cuisse. Déjà, je me dis, mais what the fuck, qu'est-ce que tu fais? Je comprenais pas que c'était
sa manière de me dire « tu me plais ». Le pire dans tout ça, c'est qu'il me plaisait aussi. Le problème, c'est que j'avais jamais compris que c'était son signal pour me dire « fais quelque chose, tu me plais ». Bon, finalement, je le regrette pas vraiment parce que je préfère qu'il soit avec Carla parce que je trouve qu'ils vont mieux ensemble que moi. Et quand j'ai appris que c'était grâce à moi qu'ils sont ensemble, je me dis, ben, tant mieux! Ça a servi à quelqu'un d'autre. Ouais. Mais bon, comme je l'ai dit, je pense que c'est dû à l'autisme parce que j'arrive pas à lire les signes comme il faut. Déjà, si c'est du non-verbal, c'est encore pire. Il faut me le dire. Et les gars, là, si vous voulez tenter quelque chose avec moi, faut me le dire. Communication. Parce que si vous me le dites avec des signes, je comprendrai pas. Ouais, et ben, comme je disais, j'arrivais pas à savoir les signes, donc le petit quai que j'avais au secondaire, je comprenais pas qu'avec les signaux qu'il m'envoyait, ou même s'il m'envoyait des signaux, parce que je suis pas sûre qu'il savait que j'existais. Non, il a fini par savoir que j'existais à un moment donné, là, mais bon, je comprenais pas que les signaux qu'il m'envoyait, bah ça voulait dire je ne suis pas intéressée. Et là, je me suis foutue dans le gueule de loup sans savoir que j'avais déjà la réponse. Et donc, j'ai souffert beaucoup. Donc, ouais, ma vie amoureuse, c'est de la merde. En espérant que la prochaine relation va être, disons, meilleure. Déjà pour tenter d'en apprendre plus sur moi-même et, disons, exploiter tout ce que j'ai jamais exploité, en fait. Mais bon, j'espère que le gars va avoir conscience de c'est pas évident tous les jours d'être une autiste et qu'il va l'accepter. Déjà en partant, je vais pas sortir avec quelqu'un qui dénie complètement que je suis ça. Que c'est juste dans ma tête. Ouais, non. Ah oui, j'espère aussi qu'il est patient avec moi. Mais déjà, s'il m'aime, il serait prêt à aller au bout du monde pour moi. En tout cas, je sais pas si c'est vrai, mais c'était très mignon à dire. Ouais. Ben bon, pour conclure, non, je suis pas en couple. Je faisais pas partie des gens pendant le confinement à être en couple. Franchement, je sais pas comment vous faites. Forcément qu'il y a une seule solution, c'est que vous respectez pas les règles. Moi, je suis quelqu'un qui qui respectait les règles, donc forcément, si j'avais pas de chum avant la COVID, ben c'est mort. C'était mort pendant la pandémie. C'est mort pendant la pandémie. Mais bon, il y a aussi le fait qu'il y a des gens qui ont pu se mettre en couple parce qu'ils vivaient tout seuls. Il y a aussi, moi, je vis encore chez mes parents, donc sur ce côté-là, je peux pas vraiment espérer avoir un chum parce que je vis pas tout seul. Bon, c'est pas mal ça pour la troisième question. 4. La quatrième question, c'est est-ce que j'ai déjà pogné le COVID? Ben déjà non, parce que, bon, mes amis, ils le savent tous. J'ai des parents quand même assez stricts. Pour mon bien, évidemment, pour notre bien à tous. Et on regarde souvent la télé, les nouvelles, donc on est quand même à vue des règles. Et on est des gens qui suivent les règles. Mais par contre, je dois vous avouer que, bon, ok, c'était juste du stress, mais on pense peut-être que je l'ai. Il n'y a pas moyen de faire des tests anyway, mais bon, on va attendre 3 jours s'il se passe de quoi. J'ai fait de quoi? J'aurais pas dû. Et je vais vivre longtemps avec le regret de l'avoir fait, parce que c'est toujours comme ça avec l'autisme. Il faut que j'aille dépasser la limite pour avoir conscience que j'ai dépassé la limite. Est-ce que c'était clair, ça? Ouais. Là, il faut que je vive avec la conséquence et peut-être avoir la COVID. Oh, ça se peut que finalement on s'inquiétait pour rien et que j'ai pas la COVID. Tant mieux, c'est ce que je veux avoir. Mais bon, par ça, disons qu'on a eu des problèmes pires que la COVID, finalement. Mon frère qui est allé à l'hôpital, qui a eu son opération, il a la maladie de Crohn, donc disons qu'il est rentré à l'hôpital juste à temps. Parce que figurez-vous que pour des chirurgies
mettons au genou, les d'opération au genou ou pour le cancer, ça a été retardé et je sais plus qui m'a dit ça, mais il y avait quelqu'un qui avait le cancer et qui devait faire une chimio, il l'a pas eu. Et là, il y a pas moyen de le sauver. C'est dur au moral quand même. Mais bon, ça conclut pour la question numéro 4. Bon. La question 5 est en fait une blague que quelqu'un dans mon équipe, notamment Samuel, vous le connaissez, c'est lui qui faisait mes montages au début. Il m'en a laissé une conne. Mais en même temps, c'est parce que je faisais pitié. J'étais seulement à une seule question et on peut dire oui, je faisais pas mal pitié. Donc il m'en a laissé une petite drôle pour me dire lâche pas, tu vas y arriver. Bon, la conne c'était comment tu t'appelles? Oui, effectivement, c'est un peu con parce que ceux qui me suivent sur Facebook savent exactement comment je m'appelle. Par contre, sur YouTube, est-ce que j'ai déjà dit mon nom sur YouTube? Je m'en souviens plus. Ben déjà, Jenaria, c'est mon nom de plume. Vous pouvez m'appeler comme ça si vous voulez. Ou mon prénom, c'est Laurence. D'où vient l'idée de mes parents de m'appeler Laurence? Ben, c'était soit Laurence ou Evelyne. Et finalement, ils ont choisi Laurence parce que figurez-vous, quand je suis née avec une touffe de poils sur la tête. Ben, touffe de cheveux. En tout cas, ça revient au même. Et ben, ils ont voulu m'appeler Laurence en l'honneur de Laurence Jalbert, qui est une chanteuse québécoise, qui avait aussi les cheveux pas mal bouclés. Donc, c'est de là vient mon nom. Donc, je suis littéralement la couronne de laurier, la couronne sur la tête de César. Je pense que c'est genre laurier en latin ou non, en tout cas, ça ressemble à ça. Donc, ouais, comme j'ai dit, vous pouvez continuer à m'appeler par mon nom de plume ou par mon prénom. Quoique sur YouTube, ça serait mieux qu'on reste avec mon nom de plume. Mais ça, merci Sam pour ta question un peu conne. C'est drôle. Bon, la 6e. C'est quoi ton ou tes hobbies? Ben bon, si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous verrez que mes hobbies, c'est assez évident c'est quoi. Notamment, j'ai posté des vidéos qui racontent pas mal c'est quoi mes hobbies. Notamment la danse. La danse, pour faire court, je danse depuis que j'ai 3 ans. Donc oui, c'était ma passion pendant longtemps, mais il y a autre chose qui s'est rajoutée après. Mais oui, on compte la danse, l'écriture évidemment, la lecture, les jeux vidéo, la musique. Bon, je joue plus nécessairement de guitare, mais j'avais l'habitude d'en jouer parce que j'avais des cours au secondaire. Mais je parle de la musique, écouter de la musique tout simplement. Écouter de la musique pour moi a un effet thérapeutique et ça me fait vraiment du bien. Disons que quand j'écoute de la musique, ça m'empêche de faire le vide dans mon esprit. Parce que souvent c'est recommandé pour la méditation de faire le vide dans son esprit. Mais le problème avec moi, si je me mets à ne plus penser à rien, notamment quand je vais me coucher, ben les pensées obsessionnelles, ils se disent « Yes! Le champ est libre, allons la tourmenter. » Voilà. Donc ouais, si je suis en train d'écouter de la musique, je suis safe de ces maudites pensées obsessionnelles et ça fait du bien. Autre chose aussi dans mes hobbies. Les films. Je suis peut-être pas autant cinéphile que certaines personnes parce que disons que des fois je suis un peu... La caméra s'est éteinte. Je disais, je suis un peu des fois... voyons, je trouve pas le mot. Des fois, il y a des films que je veux pas écouter parce que je sais que ça va me faire peur. Oui, c'est juste un film. Je suis au courant. Mais mon cerveau, lui, ne le sait pas. Et apparemment, je fais souvent des cauchemars. Et pourquoi? Parce que mon cerveau, il s'amuse à prendre toutes les images qui ont été enregistrées dans ma tête pendant la journée et ils mettent ça en plein en face. Moi, t'es, prends un cauchemar, prends un cauchemar.
Ça, je sais pas. Le fait de faire des cauchemars, ça peut révéler un certain indice sur mon état mental, mais en même temps, j'ai aucune idée. Bon, j'ai aucune honte à affirmer que je veux aller voir un psy, mais essaye d'aller voir un psy quand il y en a aucun disponible. Bon, en France, je peux comprendre, il y a des psys, tout le kit qui est disponible. Mais figurez-vous qu'au Québec, il y en a pas assez. Donc, on est sur des listes d'attente et ça peut durer vraiment longtemps. Et la personne, pendant ce temps-là, bah, souffre, quoi. Bon, décidément, bah, déjà, au privé, au public, c'est ça. Au public, t'attends, c'est long. Mais au privé, ça coûte cher. C'est ça. Soit c'est t'attends pendant 2 ans, soit tu payes. Quoique, j'ai été chanceuse au niveau de quand j'ai eu mon diagnostic d'autisme. Disons que j'avais des parents qui étaient prêts à payer quasiment 2000$ pour vraiment savoir est-ce que je l'étais ou pas. Parce qu'on avait besoin de vraiment d'en être sûr. Et finalement, je l'ai eu et je suis contente dans un sens de l'avoir eu parce que maintenant je peux mettre une explication à certains comportements que j'ai. Mais ça reste que je ressens le fossé entre moi et mes amis neurotypiques quasiment à tous les jours parce que c'est un peu ça que ça fait quand t'as été élevé neurotypique quand t'es autiste. Disons que j'étais habituée à vivre avec les neurotypiques et j'ai bien vu avec le temps que quelque chose cloche. Mais oui, comme je dis, je ressens le fossé à chaque jour. Et c'est dur. Parce que. Je sais pas, on dirait que mon groupe est divisé du genre. Il y en a qui l'acceptent et qui on essaie de vivre avec et d'essayer de régler les conflits quand ils arrivent. Mais de l'autre côté, on dirait que d'un bord, ils s'en foutent. De l'autre bord, ils veulent pas en parler parce qu'ils se disent oh, ben, le fait de pas en parler, ça va éviter certains problèmes. Quoique je dois avouer que ça peut être logique d'une certaine manière. Sauf que, guys, les problèmes ou les conflits vont venir anyway parce que c'est comme ça. La pensée autistique versus la pensée neurotypique, on va tout le temps être en conflit anyway parce que c'est littéralement une autre langue. On est clairement deux peuples différents. Sauf que ça se démarque au niveau de comment notre cerveau fonctionne. Entre autistes, on se comprend. Entre un neurotypique, vous comprenez. Mais un neurotypique et un autiste, ça arrive très rarement qu'on arrive à se comprendre. Même déjà avec ma meilleure amie, il y a des choses qui marchent pas. Bon, on en discute. Et ça, c'est vraiment le détail le plus important, c'est vraiment la communication. Il faut discuter, il faut me dire déjà qu'est-ce qui marche pas. Puis là, moi, je comprends qu'est-ce qui marche pas. Puis je dis, ok, c'est bon, j'arrête. Principal exemple. J'adore parler de Star Wars et notamment de Rey et Kylo Ren. Mais ma meilleure amie, elle, qui aime pas trop Star Wars, elle aime pas nécessairement, en tout cas, ça l'ennuie pas mal que je parle de Kylo Ren. Et je suis très reconnaissante de me dire d'arrêter de parler de ça parce que sinon je m'en rendrais pas compte que je continuais à parler. Ben c'est ça je dis. Communication, c'est important. C'est fou. C'est vraiment ironique du fait que j'ai un trouble de communication, que j'ai de la misère à communiquer. Et ben, c'est peut-être à cause de ça que je réalise que la communication est plus importante. Contrairement à certaines personnes qui n'ont aucun problème pour communiquer, mais qui se rendent pas compte à quel point la communication c'est important. Notamment en couple aussi. J'appelle ça les 2 C. Communication et confiance. Parce que c'est important aussi. Il faut vraiment qu'on discute. Bon, ok, c'est sûr que comment je l'ai dit, c'était un peu confus, mais l'important, c'est vraiment de discuter de ce qui marche pas. Et souvent, c'est des maudits malentendus qui peuvent être réglés facilement. Donc, quand il y a un problème, communiquer. C'est un peu le conseil que je vous donne. Bon, on passe à la prochaine question. Quelle est ta destination de rêve? Alors là, ça... bah, déjà, notamment, les pays qui sont mentionnés dans mon roman,
je vais les visiter anyway parce que je veux aller parce que je veux aller dans ces pays-là pour aller filmer aux endroits exacts. Par exemple, à Paris, je veux avoir l'endroit précisément où ça a le lieu. Comme l'attaque sur les docks, je veux vraiment l'endroit avec les docks. Je sais pas, c'est comme mon côté historique, me tenir à l'endroit où que l'action se fait, ça me fascine en fait. Mais par contre, je vous le dis, il y a très peu de chances que j'aille en Australie. Pourtant, c'est comme quasiment le dernier chapitre de la première saison qui se passe là. Mais bon, je sais pas. Je suis comme certaines personnes. Bon, en gros, j'ai pas de la mort. Et en Australie, n'importe quoi veut ta mort. Que ce soit les araignées, les serpents, les scorpions, toutes ces bébêtes-là, là. Je veux dire, je voudrais pas que je meure ou que l'un de mes acteurs meure juste parce qu'on est en Australie, vous comprenez? Mais bon, c'est vrai qu'il y aurait... Non, il y a 2 endroits que je... Bon, en même temps, ça dépend. Je veux aller à Paris. Juste les monuments historiques en Europe, j'avoue, je rêve d'aller visiter ça. D'aller visiter Paris. Bon, ok, le parc des félins, on s'entendra que ça n'a rien d'historique, mais bon, je suis fan de félins depuis que je suis toute petite, donc ça serait normal d'aller visiter le parc des félins. Mais tout ce qui concerne les monuments historiques, notamment à Paris et à Rome, France, Italie, enfin, j'avoue, ça serait vraiment un rêve d'aller voir tout ce qui est historique. Mais c'est vrai que les endroits que je rêve le plus d'aller, c'est en Égypte. Déjà en Égypte, pourquoi? Je suis fan d'Égypte ancienne depuis que je suis tout petite, quasiment 2e année. Bon, pour vous expliquer, en 2e année, il fallait qu'on fasse une présentation orale, ça ressemble à une présentation orale en fait, sur un pays. Et moi, j'avais choisi le pays de l'Égypte. Et je pense que ça a pas mal commencé aussi au moment que j'ai découvert la BD Papyrus. C'est pas mal tout dans le même coin. Et ben, c'est sûr que je rêverais d'aller en Égypte. Et heureusement, au début de la saison, il y a le prologue qui se passe en Égypte. Mais je suis pas sûre que je vais pouvoir aller en Égypte pour filmer parce que... vous savez tout pourquoi, hein? Il y a du terrorisme en Égypte et moi qui est terrifiée de ça, je préfère m'en tenir loin possible. En même temps, si je reste dans les villes et à l'endroit précisément où je veux tourner, ça doit être correct, mais bon. On va dire que j'ai peur à rien, mais effectivement, j'ai peur à rien, donc je sais pas. S'il y a moyen d'avoir un arrangement avec le dirigeant, de toute façon, ils vont tourner là-bas, donc on va tourner là-bas, donc qui sait, ça... Ben maintenant, je sais pas, peut-être qu'il veut pas qu'on filme là. C'est un détail qu'on verra plus tard, c'est sûr, mais s'il y a moyen d'avoir des gardes du corps, ça me rassurerait beaucoup. L'autre endroit dans le monde que je souhaiterais visiter, c'est le Japon. Qui ne veut pas aller visiter le Japon? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent aller visiter le Japon. Malheureusement, je ne parle pas japonais. Bon, je mentir en anglais. Et je sais quelques mots en japonais, mais pas assez pour entretenir une conversation. Et bon, ok, je dois vous avouer qu'en ce moment, il n'y a rien dans l'histoire, il n'y a aucun élément d'intrigue dans l'histoire qui va les amener au Japon. Ce que je vais changer parce que, ok, c'est un petit peu... Ok, j'arrive pas à trouver l'adjectif qui décrit ce que c'est, mais j'ai envie de mettre dans le 3e le fait qu'il y a au Japon parce que je vais aller visiter le Japon parce que je vais aller tourner là. Donc, je vais essayer de trouver un moyen de mettre dans l'intrigue pourquoi il irait au Japon. Probablement, dans la quête, pour aussi trouver l'ancienne académie, il irait au Japon. Pourquoi au Japon? Je ne sais pas encore. Mais oui, j'ai pas mal mis dans le 1 et dans le 2 les pays que je souhaiterais visiter, que j'aime beaucoup aussi. Donc, aussi pour faire des pays variés.
Parce que les pays dans le premier, c'est là où est-ce qu'ils vont chercher les autres documents. Donc quand j'ai créé les personnages, j'ai pas mal cherché, j'ai pas mal pogné des pays qui m'intéressaient déjà en partant. C'est un peu le principe. Donc ça conclut pas mal pour mes destinations de rêve. Et on arrive à la question 8. On achève. Qu'est-ce qui t'amène ou t'a amené à écrire sur un sujet aussi fantastique? Je pense que tu parles de mon roman que je compte faire publier. En fait, c'est venu très banal, en fait. Je réfléchis, je me suis dit, et si je faisais un roman sur ces signes de zodiaque, et c'est parti tout seul. J'ai d'abord créé les personnages, j'ai associé les personnages, les 12 personnages à un signe du zodiaque. Sauf qu'au début, Lorena était bélier et Hugo était cancer. J'ai fini par inverser les deux parce que je voulais que ça fitte. Je voulais que Mathieu descende de. Je voulais que Hugo descende de Mathieu pour avoir le collier du bélier. Mais bon, si ça semble être confus pour vous, vous verrez plus clair une fois que vous lirez le roman. Mais bon, il y a ça qui a changé, mais aussi, tout est parti parce que je voulais écrire une histoire sur les signes du zodiaque, je veux dire, avec des personnages associés à des signes du zodiaque, et que ça soit pas comme Les Chevaliers du Zodiaque, qui est un manga japonais. Ben, c'est un pléonasme, un manga c'est déjà japonais, donc... ouais. Et... à mon sens, je dirais que c'est pas du tout comme les Chevaliers du Zodiaque. Mais bon, j'ai quand même un clin d'œil aux Chevaliers du Zodiaque. À un moment donné, tu vois, tu lis une scène où tu vois Sam qui... Samara, je parle, la prof de méditation. Ta voix en train de lire le manga des Chevaliers du Zodiaque, c'est tout. On verra juste ce clin d'œil-là. Il va peut-être en avoir d'autres, mais je sais pas. Encore. Et ensuite, le sujet de l'antagoniste est venu. Je me suis dit... en fait, ça a pas mal à donner au moment où que Fairy Tail a sorti une de ses nouvelles séries, notamment en 2014. Je parle principalement de l'arc avec les esprits, où qui a affronté l'esprit du Serpentaire. Alors là, ça a fait dégueuler dans ma tête Serpentaire, 13e signe, qui voudrait peut-être rejoindre les autres, mais qui n'a pas pu, parce qu'il est peut-être influencé par un certain dieu. Donc, la réponse était toute faite. Le Serpentaire sera l'antagoniste de mon histoire. Pourquoi? Parce que c'est le 13e signe qui souhaitait rejoindre les autres, mais qu'on l'a pas laissé faire. Parce que, non, c'est pas nécessairement qu'un dieu l'aurait influencé, c'est juste que Ptolémée a eu une vision envoyée par les dieux, et il disait, c'est le gars de ma vision, il fallait qu'on combat ce garçon. Donc il faut absolument pas que je le fasse rentrer dans les rangs de mes élèves si je veux pas qu'il... Bon, déjà c'est assez confus s'il allait les influencer ou qu'il voulait juste être accepté en fait, parce que quand on y pense, le méchant, quand il devient méchant, des fois, il y a une assez bonne raison pourquoi il a envie d'être le méchant. Ok, je dois avouer que des fois, il y a des méchants qui sont juste là pour être méchants, qui adorent jouer le méchant, donc il n'y a pas vraiment de question à se poser. Qui est déjà méchant à la base. Mais quand on y pense, certains méchants, ils étaient pas nécessairement méchants avant. Ouais. 9e question. Quelle clientèle vises-tu? Penses-tu que les sujets fantastiques qui sont à la base de ton roman sont reliés au dernier diagnostic reçu? Alors là, pas du tout, parce que quand j'ai commencé...
j'ai commencé à réfléchir sur mon histoire. Je ne savais pas encore que j'étais autiste. Mais il y a effectivement un personnage qu'on a dit finalement, ok, comment elle agit. Oui, elle pourrait être autiste. Je l'ai peut-être mis comme ça sans faire exprès. Bah déjà, je l'avais fait en me basant sur Sam. En tout cas, une version féminine de Sam. Et je l'ai appelée Emilia. Mais on a bien réalisé que comment elle agit, que comment elle fait ses trucs dans son petit quotidien, qu'elle avait des traits autistiques. Et là, on s'est dit, ben parfait, on va dire qu'Emilia est une Allemande autiste. Ouais, alors, je pensais que ça allait s'éteindre, mais non. En fait, comme je dis, elle a certains traits qui correspondent à ça, et ceux qui en savent quand même un peu, ils le reconnaîtraient tout de suite qu'elle l'est. Donc, en fait, c'est pas mal. Ah, ok, c'est sur le bord de s'arrêter, on dirait. C'est pas mal juste ça. C'est pas mal juste Emilia qui fait transparaître mon côté autiste. En fait, c'est dans l'histoire pour le concours que j'avais envie d'exploiter tout le concept de l'autisme. Ouais. La 10e. Ok, celle-là est un peu longue. Mais t'inquiète pas, cousine, je vais essayer d'y répondre. Bon, lorsqu'on ne fit pas dans le moule construit par notre société, c'est qu'il y a des éléments qui nous distinguent considérablement des autres. Ces éléments, nous rendant uniques, sont souvent perçus comme un obstacle à notre bon fonctionnement, à notre intégration. Mais moi, je crois fermement que lorsqu'on reconnaît et apprivoise ces différences, ça peut devenir nos meilleurs alliés dans notre vie. Après tout, aucun super-héros fit dans le moule. Tout ça pour savoir quel est ton super pouvoir à toi, ta différence, ta particularité, que tu as su transformer en super pouvoir, en faire ton meilleur allié pour accomplir ce que tu veux. Alors, mon super pouvoir, c'est... Et j'y avais réfléchi en plus. Je dirais... Je sais pas ce que c'est, l'empathie. Je veux dire... Ou le respect, parce que ça m'apprend vraiment beaucoup pour en vouloir à quelqu'un. Donc peut-être le respect, parce que... Je veux dire... Je vais jamais en vouloir à quelqu'un parce que je vais plus m'en vouloir à moi. Ma minuterie, quoi. Plutôt qu'en vouloir à une personne. Mettons que je conduis, bon, ça risque pas, mais mettons que je conduis puis qu'il y a quelqu'un qui... Bon, ok, j'ai jamais conduit de ma vie, alors forcément que si ça arrive, forcément que je vais m'énerver après la personne. Bon, ok, je vais essayer de trouver un autre... Enfin, mettons qu'il y a quelque chose qui se passe. Je vais peut-être pas en vouloir à la personne, parce que probablement que c'est moi qui serai en faute. Mais en même temps, je sais pas, j'ai pas vraiment eu de situation où c'est arrivé. Ou peut-être que c'est arrivé, je m'en souviens carrément pas. Mais c'est une question quand même assez difficile. Mon super pouvoir, ce serait quoi? Je vous invite à écrire dans les commentaires si vous avez une idée, ça serait quoi en quelque sorte mon super pouvoir? Meilleur allié ou accomplir ce que je veux. Ah. Ouais, mais il semble que c'est ça. Je venais de m'en souvenir. Je pense que ça serait mon imagination. Ouais, parce que c'est dit genre pour un meilleur allié pour accomplir ce que tu veux. Mais je pense que c'est vraiment mon imagination. Pourquoi? J'ai un don pour créer des histoires. Je crée des histoires tout seul. Je veux dire, normalement, ça peut venir d'un rêve ou d'une musique. C'est pas mal les principaux trucs d'où peut provenir l'inspiration. Mais bon, je pense que j'ai trouvé la réponse à ta question. Je pense que mon super pouvoir est mon imagination. Il n'y a aucune limite, mais forcément qu'il y a un hic, donc le fait que j'ai
une immense imagination. Donc, les pensées obsessionnelles sont probablement nées de ça. Et peut-être nées de l'anxiété. Probablement aussi. Mais bon, j'ai réussi à répondre à ta question, c'est déjà ça. Bon, finalement, la dernière. D'où est venue l'idée d'écrire des histoires? En fait, c'est parti du primaire. En fait, je lisais pas. En fait, j'étais vraiment focusée sur les films, donc c'est pour ça que quand j'ai commencé à lire des romans adaptés en film, ça a vraiment été des gros coups de cœur parce que j'écoute des films depuis que je suis toute petite. Notamment Harry Potter et Seigneur des Anneaux, j'y connais par cœur. J'y connais littéralement par cœur parce que c'est ce que j'écoutais quand j'étais jeune. Mais ça, je dirais que c'était pas mal parti peut-être en 5e année quand j'ai écrit ma fanfiction de Narnia. Bon, je savais pas à l'époque que c'était une fanfiction. Je me disais juste, ok, c'est l'histoire de C.S. Lewis, mais qu'il y a des personnages que j'ai rajoutés. D'où le mot fanfiction finalement. Mais je savais pas qu'est-ce que c'était une fanfiction avant. J'avais jamais entendu le mot, donc je m'étais jamais dit. Ce que j'écrivais, c'était une fanfiction. Donc oui, je pensais que c'était un roman. Je précisais quand même que c'était pas mal l'histoire de C.S. Lewis, mais que j'avais modifié certaines choses. Et je comptais vraiment le donner à mes camarades de classe. Genre, je veux dire, c'était quand même un petit roman, là. Et j'avais quand même une bonne liste de ceux qui étaient intéressés à le lire. Et ça a commencé par là, en fait. Comment expliquer ça? Oui. Pour certains de mes examens en écriture, parce qu'au primaire, on faisait du fictif. Je pense qu'on faisait aussi du fictif en secondaire 3, mais à un moment donné, on s'est dit, ok, on s'en va dans le non fictif. Mais oui, pour certains de mes... c'est quoi le mot? En tout cas, mes examens écrits, qu'il fallait que j'écrive une histoire, j'ai fini par faire des suites à cette fanfiction-là. Que c'était complètement... Ça sortait ça sortait tout de ma tête. Et ensuite, je suis arrivée en secondaire 1 où que je me suis dit, ok, j'ai envie d'écrire une histoire qui vient de moi, que c'est pas une fanfiction. Et évidemment, j'ai eu l'aide de ma soeur, que... Comment c'est passé en fait, c'est... Je sais pas, non, je pense que c'était au primaire ça. Elle m'a fait dessiner des personnages, puis elle m'avait aidé à construire un peu un univers. Et... figurez-vous que cet univers-là, il est pas tombé dans l'oubli, parce que j'ai pris ce qu'elle m'avait aidé à créer, je l'ai fait dans une compréhension, c'est ça. Une compréhension écrite. C'est pas le seul mot en fait. Et j'ai écrit l'histoire. Mais plus tard, quand je suis arrivée en secondaire 1, ou non, en 2, j'ai pris tout ça et j'ai fait autre chose. Disons que c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Samuel, qui est mon co-auteur en fait. Donc, il a pris ses histoires qu'il a écrites quand il était jeune. J'ai pris la mienne. On a fait mélanger tout ça ensemble. Donc, c'est un peu comme les Avengers, mais dans notre univers qu'on a créé. Et j'ai quand même travaillé beaucoup dessus, sauf que je travaillais quand même beaucoup sur cet univers-là, alors que j'avais d'autres histoires en brainstorming. Pour vous dire, je pense que j'en ai 6 ou 7. Ouais, ça fait quand même beaucoup d'histoires en brainstorming. Et bon, pour être honnête avec vous, j'ai 2 tomes et demi d'écrit. Mais il y a encore du travail à faire et j'étais en train d'essayer de me souvenir si lui avait écrit ses propres textes. Je m'en souviens plus. Comme je dis, ça fait peut-être 5 ans que je travaille sur les Udekima, donc
Je me souviens plus trop. Mais bon. C'est pas mal autour de ça que j'ai pas mal commencé à écrire des histoires. Mais comme ça s'est pas mal manifesté jeune, je crois. À partir de 3 ans, j'ai commencé à danser et on a quel âge normalement en 5e année? 8? J'étais à peu près, en tout cas, dans ces coins-là. Et c'est comme ça que je suis devenue l'auteur que je suis aujourd'hui, quoi. Et je me souviens. À l'école, bon, ok, j'avoue. Je suis tout le temps la première à avoir un livre. Et quand j'ai fini mes trucs, je lis. Mais, je me souviens, quand j'avais, mettons, fini un examen ou fini quelque chose, parce que figurez-vous qu'au secondaire, quand que t'as des horaires bloqués, tu restes jusqu'à la fin de la période. Tu t'en vas pas. Alors qu'au cégep, quand t'as fini ton horaire, tu peux t'en aller. Tu restes pas pendant toute la période. Et ça, c'est quand même un assez gros changement. Ah, et aussi, tu peux aller aux toilettes sans rien demander à personne. Donc, si t'as un problème de fille, tu peux aller le régler sans embêter personne. J'avoue, des fois, c'est ça. J'adorais l'atmosphère du cégep. Malheureusement, l'anxiété et probablement quelque chose d'autre dans mon cerveau s'est dit, tiens, je vais aller saboter ton expérience du cégep. Donc, ça fait que pour certains cours, c'était quand même plus... il y avait beaucoup plus d'anxiété. Pourtant, je le dirais jamais assez, j'étais dans le programme parfait pour moi. Littérature, art et cinéma. On peut-tu dire que c'est comme le programme parfait? Mais bon, j'étais dans un programme que j'adorais. Les sujets pour les travaux, c'est moi qui les choisissais. Alors là, ça aurait pu être la belle vie, parce que la plupart des gens qui sont genre en sciences humaines, les sujets, ils les choisissent pas. Donc souvent, ils décident de les botcher. Mais moi, j'avais aucune raison de botcher mon travail parce que c'était un sujet que j'avais choisi. Mais non. Il y avait quelque chose dans mon cerveau, probablement un manque d'information, qui faisait que j'étais incapable de faire mes travaux toute seule. Il fallait que ma mère le fasse quasiment à moitié. Bon, j'écrivais un peu, c'est vrai. Je mettais la main à la pâte, pareil. Mais toute seule, j'y serais jamais arrivée. J'aurais jamais remis mes travaux à temps. Finalement, on comprend qu'à un moment donné, le diagnostic, il fallait pas qu'il arrive à un moment donné, parce qu'on commençait à se poser énormément de questions. Et finalement, il est venu et on comprend tout pourquoi ça allait pas. Je mettais beaucoup d'efforts dans ce que je faisais, mais c'était pas assez pour être dans la moyenne. Notamment ce fameux travail de poésie. Malheureusement, ma mère est nulle en poésie, elle n'a pas pu m'aider. Donc j'ai essayé de le faire au mieux de mes compétences, mais j'ai eu 30%. Et je me suis demandé à ce moment-là, est-ce que le prof a pensé que je l'ai botché? Ou que tout le monde me regardait? Parce que, disons qu'il fallait faire une table ronde et que j'ai dû expliquer c'était quoi le poème et comment j'ai fait pour l'analyser. C'était assez gênant. Et j'ai vraiment pensé, est-ce que le prof, il s'est dit que j'ai botché le travail? Parce qu'évidemment, si un autre prof a pensé que j'étais snob parce que je voulais pas lire le livre, est-ce celui-là aurait pensé que j'avais botché le travail parce que je voulais tout simplement pas le faire? Non, j'ai absolument pas botché le travail, j'ai fait au mieux de mes compétences. Mais évidemment, quand t'as une note de 30%, c'est dur à se dire, est-ce qu'elle a vraiment fait au mieux de ses compétences? Puisque je vous dis que oui. Ouais, en fait, l'histoire avec le prof qui pensait que j'étais snob, bon, il me l'a dit, et je suis reconnaissante qu'il me l'ait dit, parce que finalement, il s'est dit, voyons, elle est pas snob.
c'est normalement une élève à son affaire. Pourquoi elle serait snob? Ben, en fait, je vais vous expliquer pourquoi. Le fameux livre, c'est le meilleur des mondes. Et le pire, c'est que le premier livre du cours, je l'avais lu, je l'avais aimé. C'était Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Et tout s'était bien passé pendant l'examen. Mais dès qu'on arrive au meilleur des mondes, alors là, ça foire. Pourquoi? Parce que je débute le livre et c'est dur. C'est dur à lire. L'envie n'est pas nécessairement là, mais il faut que je le lise pareil parce qu'il faut que je fasse l'examen. Des bambins qui font des préliminaires. Déjà, excuse-moi. Qu'est-ce que c'est ça? Des bambins? C'est... En tout cas, vous avez compris que ça m'a un peu, genre... Ça a explosé dans ma tête. Je dis, mais voyons, ça se peut pas. Qu'est-ce que je suis en train de lire là? Des images de ça, je peux pas. Donc, je suis en train de péter les nerfs au niveau émotionnel. Mais déjà, c'était dur à commencer. Je voyais bien que c'était artificiel. C'est vraiment le mot artificiel et froid. T'avais aucune chaleur dans cet univers-là. Ils fourraient juste pour le plaisir de fourrer. Ben oui, évidemment, parce que les enfants, ils se font maintenant toute de manière artificielle. Donc, c'est rendu que quand tu fourres, ben tu fourres pour le plaisir. Et ben justement, le concept de l'amour, ils connaissent pas ça. Donc, moi, ça m'avait fucké en tant que personne. Et justement, juste avant, on m'avait expliqué, quand tu lis un livre, faut que tu sois objectif et neutre. Faut pas que tu laisses tes émotions t'envahir. Mais désolé, ça s'est fait tout seul. J'imagine que c'est un peu le but d'être autiste, d'être émotif de même et d'y aller avec ses émotions. Ben c'est comme ça que ça marche. Et ça a été quasiment une explosion, j'étais pas capable de continuer le livre, et ça finit que ben, l'examen est arrivé, alors j'ai dû dire au prof, ben désolé, j'ai pas fini le livre. J'ai essayé de lui expliquer que c'était vraiment dur au niveau émotionnel. Alors, comment veux-tu qu'on te prenne au sérieux quand on t'avait dit juste avant, mais pas, laisse pas tes émotions dicter ton jugement? Ben, je suis désolée, mais dès qu'on parle de bambins qui font des préliminaires, moi, je suis partie, là. Ouais. Et bon, il a dit, ok, c'est correct, je vais te laisser, je vais te faire prendre l'examen, mais dans ton cas, essaie de le lire, même si c'est dur, essaie de te rendre. Disons que le livre est devenu un tant soit peu intéressant au moment que John a fini par arriver. Oui, il a beau faire des citations de Shakespeare tout le temps, mais ce personnage amène de la chaleur qu'il n'y avait pas dans la première partie du bouquin. Mais bon, finalement, j'ai fait l'examen, j'ai fini le livre, j'étais assez content de l'avoir fini. Et j'ai fait l'examen. J'ai fait au mieux de ma forme, comme toujours, mais je l'ai poché. Et on viendra pas dire que c'est parce que je l'ai poché. Non, non. J'avais mes notes, j'ai fait mon texte, j'ai été à mon affaire, j'ai fait au mieux de ma forme. Pourtant, c'est la note que j'ai eue. Même chose pour l'examen d'Alice au Pays des Merveilles. Ok, pour cause le film, c'était quelque chose! C'était quasiment un nanar, en fait. Donc, j'avais pris mes notes comme il faut. J'avais écrit c'est quoi les ressemblances, les différences avec le conte original. Et ce qui change pas, en fait. Ce qui était pareil. Non, ressemblance, c'est ça. Je me souviens plus. J'avais pris mes notes comme il faut. J'ai écrit mon texte. Mais bordel, j'ai eu 33%. Alors, j'allais voir la prof, je lui ai dit, ben, voyons, pourquoi j'ai eu 30%? J'ai pris mes notes comme il faut, j'ai bien écrit, j'ai fait de mes liens, parce que je m'étais rendu compte que le chien, oui, Alice est censée avoir un chat, mais c'est un chien. Elle l'appelle Jabberwocky. Jabberwocky, non, en tout cas. Moi, ça fait des lignes dans ma tête parce que Jabberwocky, c'est quoi? Jabberwocky, c'est le nom du dragon dans la version de Tim Burton où Alice doit aller battre le dragon. Ben, le nom du dragon, c'est le Jabberwocky. Alors, j'avais fait le lien. Bon, finalement, je m'étais trompée. Je pensais que c'était la créature qui s'appelle le Bande de Slash. À part ce lien-là, peut-être faire un autre lien aussi. Ben, moi, je pensais que j'avais toutes les clés en main pour réussir. Mais non, elle m'a dit,
t'as pas fait des liens, t'as pas fait d'analyse. J'arrive toujours pas à expliquer, à comprendre qu'est-ce que j'avais fait de mal. Bon, faut croire que je savais pas comment analyser un livre. Tu peux m'expliquer en ayant un cours qui s'appelle analyse et critique, t'es pas capable de faire une analyse littéraire. Bon, faut croire qu'il me manquait des notions au secondaire. Mais pourquoi je suis allée au régulier? Bordel. Bon, ça... J'ai un petit peu trop parlé, effectivement, j'ai dit que ça serait une vidéo courte, c'est pas le cas, mais au moins je suis peut-être contente d'avoir pas beaucoup de questions, parce que j'avoue, je parle beaucoup. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, et que vous avez pu en apprendre un peu plus sur moi. Encore une fois, bonne année, en espérant que cette année se passe mieux pour tout le monde. En espérant que je vais avoir la publication cette année. On croise les doigts. Bon, je vais couper tout de suite parce que le temps défile. Donc, salut!